Alors, Monsieur Grosvalet faisait très bien la transition avec la conférence que va vous donner Virginie Resson, puisqu'elle va nous parler des mutations, alors pas de l'ensemble des mutations qui nous attendent, mais d'un certain nombre d'entre elles qu'elle a choisies à bon escient. Donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir. Et je suis, avant d'évoquer les grandes transitions, comme on m'a demandé de le faire ce soir, je voudrais vous dire que je suis vraiment très très heureuse d'être là. Et je remercie l'Institut Kervégan de m'avoir invitée, puisque voilà quelques mois que je suis installée à Nantes. Je suis prospectiviste et nantaise. Alors vraiment, commencer ma vie nantaise par ce 40e anniversaire de l'Institut Kervégan, c'est un honneur, c'est un plaisir. Donc merci beaucoup. Et je suis vraiment très, très flattée d'être face à vous ce soir. Alors on va changer effectivement d'échelle, parce que moi je suis trop jeune dans cette région et dans cette ville pour pouvoir en parler. Donc on va changer d'échelle et je vais vous parler plus de l'avenir du monde cette fois, puisqu'on est dans la prospective. L'avenir du monde qui, si on s'en tient à l'actualité quotidienne, est quand même paraît assez sombre, assez préoccupant. Incendie en Californie, canicule, dégel de la banquise, des typhons, des cyclones de plus en plus ravageurs. Tous les signaux de la planète sont au rouge. Les jeunes défilent dans les rues pour nous le dire, avec raison, pour alerter, pour interpeller ceux qui les dirigent sur cette urgence globale. Et donc nous voilà à cette situation tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité, de pouvoir et de devoir prendre une transition. Je dis inédite parce que jamais on n'avait à l'échelle de l'histoire eu une telle conscience à l'échelle de l'humanité tout entière d'une transition nécessaire. Et qu'on soit individu, citoyen, élu, chef d'entreprise, chef d'État, on est tous aujourd'hui confrontés exactement au même défi, avec la même conscience normalement de ce défi. Et donc je trouve ça absolument passionnant, et c'est de ça dont je voudrais parler, et c'est aussi ça qui m'a amené à la prospective. J'étais historienne de formation. Et je suis passée de l'histoire à la prospective, en passant par la géopolitique malgré tout, à la suite de la lecture d'un ouvrage que je vous recommande, parce que c'est un ouvrage qui est non seulement merveilleux à lire, mais qui pour moi a été un véritable déclic. C'est Le Monde d'hier de Stefan Zweig, qui était un livre de rétrospective en réalité, mais qui à mon sens est un merveilleux livre de prospective, parce qu'il nous apprend à savoir écouter les signaux faibles. Finalement, Stefan Zweig, quand il écrit ce livre en 1943, avant de se suicider, il revoit toute l'histoire de l'Europe de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, et il montre comment finalement une élite européenne, bardée de certitude, de savoir, de connaissances et de foi dans le progrès et dans l'Europe, eh bien, a tout simplement ignoré un certain nombre de signaux faibles. Or, ces signaux faibles, quand on lit le livre de Stefan Zweig, ils ressemblent de très près, vraiment de très près, à ceux qu'on peut entendre aujourd'hui. Et c'est en lisant ce livre que je me suis dit, mais mon Dieu, à quoi sommes-nous aveugles, à quoi sommes-nous sourds? Et finalement, quel est l'outil, quelle est la discipline qui nous permet d'écouter ces signaux faibles? Eh bien, la prospective est certainement la meilleure des disciplines. Et puis la deuxième étape dans ce cheminement vers la prospective, ça a été la naissance de mes 3 enfants, et dont la dernière est née en 2012. Et quand elle est née, il y avait une revue du National Geographic avec la tête d'un bébé. Dessus, il y avait marqué « Ce bébé vivra 120 ans ». Rapide calcul, elle est née en août 2012, 120 ans, waouh, 2132. Je venais de donner naissance à une enfant qui était appelée peut-être à vivre jusqu'à 2132, alors que moi-même, j'étais née, je vais faire mon coming out, en 1965. Et donc 1965-2132, c'était absolument vertigineux. Historiquement, c'est inédit. Un passage de génération sur 2 siècles. Et donc, ça donne le vertige, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais emmener cet enfant? Je n'ai aucune idée de ce que le futur sera. Comment est-ce que je vais l'emmener vers l'âge adulte? Qu'est-ce que je dois lui transmettre comme valeur? Quel équipement, finalement, en tant que parent, je dois lui donner pour qu'elle puisse faire son chemin vers sa vie, vers son avenir? C'est à peu près, finalement, les mêmes questions que celles qui devraient habiter des élus, finalement. C'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'apporte aux jeunes générations pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent vivre au mieux et pour assurer leur bien-être futur.
Et c'est vraiment vertigineux, parce que en termes technologiques, par exemple, ce qui me sépare de ma fille quand elle aura mon âge, c'est à peu près ce qui me sépare aujourd'hui d'une femme du Moyen-Âge. Vous voyez à peu près l'écart. C'est extrêmement vertigineux. À partir de là, comment est-ce qu'on fait ? Et bien là encore, la prospective est sans doute un des meilleurs outils, puisqu'il permet de repérer les changements possibles, les outils dont on dispose, les voies dont on dispose, les constantes, les variables, pour choisir le meilleur des scénarios possibles. Et donc là, c'est l'occasion, une fois de plus, de rendre hommage au travail de l'Institut Kervégan, parce que, à mon sens, c'est tout à fait indispensable. Et alors, en prospective, on commence toujours par la démographie. Presque toujours par la démographie, puisque ça précède évidemment tout le reste, les besoins en énergie, en mobilité, en habitat, en emploi, etc. Et donc, si on se penche... si on se penche sur la démographie, en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on parle du futur, on entend toujours cette phrase dans les articles que vous pouvez lire dans vos magazines. En 2030, la planète devra supporter 1 milliard d'habitants de plus. En 2050, elle devra nourrir 9 milliards ou 10 milliards d'habitants. On a toujours cette espèce de formule qui est liée à la croissance, qui serait déjà une certitude et qui est déjà problématique. Dans la façon de formuler, c'est problématique. Alors, dans le laboratoire que je dirige, qui s'appelle le LEPAC, Laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique, on a voulu savoir qui étaient on est 7,9 milliards aujourd'hui, mais alors qui étaient ces 2 milliards ou 1,5 milliard ou 2 milliards de personnes qui allaient nous causer autant de problèmes, puisque l'avenir paraissait aussi sombre et qu'il va falloir les nourrir, etc. Et pour y arriver, on a superposé la pyramide des âges de 2050 à celle la pyramide des âges de 2015, puisqu'on a fait ce travail-là en 2015, à celle de 2050, et on n'a retenu que la différence. Donc voilà ce que je vais vous présenter, c'est la pyramide des âges de la population surnuméraire, en quelque sorte, entre maintenant et 2050. On peut voir ça sur la diapositive d'après. Donc, pyramide des âges, à droite, vous avez les femmes, à gauche, les hommes, classés des plus jeunes en bas, de 10 ans en 10 ans, des plus jeunes en bas, aux plus âgés au plus haut. Et là, surprise, comme vous voyez, cette pyramide des âges, cette population entre guillemets surnuméraire, pour l'essentiel, elle est née, la majorité de cette population-là a plus de 50 ans, voire plus de 60 ans. Donc en réalité, on était avec des représentations d'une population qui augmentait principalement dans les pays du Sud, ce qui est vrai. Il n'empêche que le surplus de population, entre guillemets, entre maintenant et 2050, finalement, il est déjà né. Et ce surplus de population, évidemment, ce sont les baby-boomers et leurs enfants. C'est la fin de la transition démographique, finalement, dans la plus grande partie du monde, excepté, évidemment, l'Afrique subsaharienne et une partie de l'Asie du Sud. À partir de là, en fait, ce que nous raconte ce graphique, c'est le vieillissement. C'est-à-dire qu'on on évoque toujours la croissance démographique quand on parle du futur. On évoque beaucoup moins souvent et à tort le vieillissement de la population mondiale, et en particulier qui est encore plus accentué aujourd'hui dans certaines régions, à commencer par l'Europe, avec l'Asie de l'Est, le Japon et la Chine. Donc vieillissement démographique, tendance extrêmement forte, inédite également à l'histoire mondiale, puisque pour l'instant la population, l'âge moyen la population était restée jeune en moyenne, avec un âge moyen qui était assez stable jusqu'à il y a quelques années. Vieillissement dont je vous rappelle qui est le résultat de deux phénomènes. Le premier, c'est l'allongement de l'espérance de vie. On a gagné 30 ans on aura gagné à peu près en moyenne à l'échelle mondiale 30 ans d'espérance de vie entre 1950 et 2050. C'est absolument considérable, évidemment. Et puis, réduction de la natalité, aussi rapide que la réduction de la mortalité pendant une période. Donc réduction de la natalité avec des femmes qui ont moins de 2 enfants en moyenne dans de nombreuses régions dans le monde, c'est-à-dire dans les pays dits développés, enfin les pays anciennement industrialisés, Japon, Europe, Russie, et puis l'Amérique du Nord et le Canada en particulier, et puis désormais aussi dans bon nombre de pays émergents, et là je pense à la Chine, la Thaïlande, la Tunisie, etc. Ce sont des pays où aujourd'hui même le taux de natalité, le taux de fécondité, est moins important que le taux de fécondité en France, par exemple. Et donc vieillissement accéléré dans ces régions, vieillissement important en Europe, qui forcément va nous toucher
va toucher les villes, va toucher nos vies individuelles, mais et forcément aussi la gestion des métropoles de manière tout à fait critique dans les 2 prochaines décennies, puisqu'on arrive on commence aujourd'hui le vieillissement, enfin on a commencé il y a quelques années déjà, mais le pic du vieillissement est à venir entre 2030 et 2050, avec un certain nombre de problématiques que je voudrais brièvement évoquer. La première, c'est celle des retraites. Je ne vais pas y revenir parce que je crois que c'est un débat qui est largement partagé régulièrement dans la presse. Je voudrais plutôt insister sur le défi de la santé, puisque comme vous le savez, avec l'augmentation les personnes âgées de plus de 60 ans, avec l'âge plutôt, la prévalence de certaines pathologies augmente. Je pense évidemment à des pathologies du type neurodégénérative, Parkinson, Alzheimer, etc. Donc vous savez que la prévalence augmente très sensiblement à partir de 60 ans et encore plus à 80 ans. Or, la classe d'âge aujourd'hui la plus dynamique en Europe, c'est-à-dire celle qui augmente le plus, c'est les plus de 80 ans. Donc forcément, c'est une population qui est plus facilement atteinte de ces pathologies-là. Ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, on a une augmentation en valeur relative et en valeur absolue du nombre de personnes atteintes de ces pathologies-là. Idem pour les cancers, d'ailleurs. Ce qui veut dire aussi un coût de prise en charge qui augmente et qui va s'accélérer, dont l'augmentation va encore s'accélérer. Or, ce sont des pathologies qui coûtent cher, soit pour des raisons de traitement comme le cancer, soit pour des raisons d'accompagnement, puisque les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, en général, ne sont pas autonomes. Et aujourd'hui, la recherche ne progresse pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer sur le traitement de ces pathologies-là. Par conséquent, il faut des accompagnants. D'abord, il faut financer cet accompagnement au moment où, justement, la réduction du nombre de personnes actives par rapport aux inactifs diminue. Donc on a une contrainte budgétaire extrêmement forte, là où les dépenses de santé vont devoir augmenter pour prendre en charge ce vieillissement, et en plus la retraite. Par conséquent, on va avoir une pression sur les générations les plus jeunes, sur leur effort de solidarité qui sera probablement plus grand, ou alors il faudra aller prélever dans l'épargne. Et ça veut dire, si on prélève dans l'épargne, ça veut dire qu'on transmet moins aux générations futures. Cette épargne sera moins facilement transmise aux générations futures. Donc là, on a un véritable changement. Accompagnement qui nécessite aussi d'avoir des personnes pour accompagner. Je ne sais pas si vous observez, si vous allez à l'hôpital ou dans des EHPAD aujourd'hui, et si vous regardez qui sont les accompagnements, pour l'essentiel, ils sont une grande partie est issue de l'immigration, et c'est une problématique. Donc le vieillissement qu'on doit aussi, pour cette raison-là, lié à notre réflexion sur l'immigration. C'est pas anodin de réfléchir à l'immigration avec ces lunettes-là, si je puis dire, puisque ce sont des métiers qui sont mal rémunérés et mal reconnus, et aujourd'hui qui sont effectivement demandés ou occupés principalement par des personnes sans formation ou d'origine étrangère. Donc là aussi, une vraie problématique à aborder pour les prochaines décennies. Autre problématique liée au vieillissement dans les métropoles, je pense aux aménagements, bien sûr, puisque à partir du moment où on se rend compte que dans la plupart une grande partie des personnes plus âgées migrent vers les centres-villes, vers les villes d'une manière générale et vers les centres-villes, parce que c'est plus facile d'y trouver un médecin et toutes les facilités dont ont besoin les personnes âgées, surtout si elles sont seules, isolées, ce qui est souvent le cas. Et par conséquent, on a une recomposition de la carte d'habitation du territoire en fonction des âges, une redistribution qui n'est pas que économique, mais qui est éventuellement aussi liée qui est générationnelle, ce qui veut dire qu'il va falloir réfléchir au plan de mobilité. Est-ce qu'on met en place des mobilités douces, qui est une demande forte? Sauf que quand on a 70 ans, on se déplace peut-être moins facilement en vélo et en trottinette que quand on en a 30. Ça veut dire aussi que les familles âgées qui ont 2 enfants ou plus vont de plus en plus habiter à l'extérieur des villes, parce qu'on ne trouve plus d'appartements aujourd'hui, et je suis bien placée pour en parler. C'est très difficile de trouver des appartements de plus de 2 pièces ou de 3 pièces en centre-ville. C'est même une denrée rare. Et donc, ces populations qui restent des populations actives sont contraintes d'aller en périphérie. Donc, ça veut dire aussi réfléchir à un schéma d'aménagement qui est lié à ces mobilités-là. Donc on a vraiment un problème de cohabitation et d'organisation qui est lié à ces évolutions générationnelles. Et puis, à partir du moment où, une fois de plus, on a un budget contraint et qu'il faut faire des arbitrages
entre est-ce qu'on met des rampes d'accès, des bancs ou est-ce qu'on construit une nouvelle crèche, par exemple. Il faut faire des arbitrages. Évidemment, l'enjeu démocratique, enfin la démocratie est très importante, puisque c'est elle qui doit s'emparer de ces choix-là. Et or, il faut savoir que, évidemment, si la population vieillit, l'âge des votants vieillit aussi. En 2050, en France, l'âge moyen des votants, c'est entre 56 et 58 ans. Par conséquent, si je vais faire un peu de provocation, mais imaginez qu'il faille choisir entre financer une nouvelle université, enfin des universités, je ne sais pas, ou la modernisation des universités, admettons, et le remboursement de la prothèse de la hanche pour tous, et que l'électorat, l'âge moyen des électeurs est de 58 ans, c'est pas évident que ça soit la solution tournée vers le futur qui soit retenue nécessairement. Donc c'est un peu provoquant, mais pas tant que ça en réalité, puisqu'on peut avoir ces tensions intergénérationnelles. Et donc derrière ça, c'est tout un débat, c'est tout un contrat, j'allais dire, de société qu'il faut réinventer pour corriger ces effets, ces clivages actifs, non actifs, jeunes et plus âgés. Cette surreprésentation quasiment et ce vieillissement. Voilà pour ce premier enjeu qui me paraît extrêmement important, qu'on aborde davantage dans d'autres sociétés, par exemple dans les sociétés au Japon ou même en Allemagne, qu'on l'aborde en France, mais il me semble que... Alors, je peux le dire, puisque demain, enfin en ce moment, il y a les journées consacrées à la longévité à Nantes, donc on voit qu'une fois de plus, Nantes, de ce point de vue-là, est en avance, puisqu'il y a une vraie réflexion, un vrai débat sur cette question-là. Et vraiment, je félicite la métropole pour avoir organisé cette réflexion-là. Deuxième tendance démographique, c'est la croissance démographique. On va voir sur la slide suivante. Je passe très très rapidement parce que le temps est court. Simplement pour rappeler, donc ici on a 3 scénarios qui sont les 3 scénarios des Nations Unies sur la croissance démographique mondiale à l'horizon 2050, et je vous rappelle donc qu'il y a plusieurs scénarios, c'est-à-dire qu'en général on retient toujours le scénario médian parce qu'on se dit qu'il est le plus probable, en réalité non. La différence entre chacun de ces scénarios, c'est un demi-enfant par femme. Or aujourd'hui, on ne sait toujours pas maîtriser, évidemment, enfin on ne sait pas faire varier le taux de fécondité de manière à moins que ça soit de manière autoritaire, mais une politique publique ne sait pas faire varier un taux de natalité, un taux de fécondité de manière volontariste, ce qui fait qu'on reste quand même dans une incertitude. Alors aujourd'hui, les chiffres vont plutôt vers l'incertitude haute, mais avec malgré tout une incertitude. Donc ça veut dire que planifier à l'échelle mondiale, alors que le nombre de personnes finalement est une variable avec, vous avez vu, un gradient quand même de près de 1,5 milliard à 2 milliards de personnes, c'est tout à fait gigantesque. Donc c'est quand même très difficile de faire de la prospective mondiale avec une telle incertitude. Mais après tout, est-ce que c'est ça qui est important ? Pas forcément. Est-ce que le nombre nous dit quelque chose ? Il nous dit quelque chose dans une métropole. Mais est-ce qu'à l'échelle mondiale, il nous dit quelque chose ? Parce que c'est pourtant ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Finalement, la solution à nos problèmes climatiques ou écologiques ou énergétiques, ça serait contraindre la population. Et nous, on s'est posé la question, est-ce que finalement, qu'est-ce que nous indique le nombre ? En fait, le nombre, il nous indique pas grand-chose. Ce qui nous indique, c'est la consommation, c'est le mode de vie de cette population-là. C'est le modèle, le mode de vie et les besoins de la population qui vont déterminer son impact et donc toutes les politiques qu'il faut mener pour satisfaire cette population-là. Or, vous le savez, entre quelqu'un qui vit dans la forêt amazonienne et quelqu'un qui vit au centre de Nantes, en réalité, il n'y a aucun point commun. Ce sont des modes de vie qui n'ont rien à voir, des besoins qui n'ont rien à voir, et donc des réponses qu'on doit apporter qui n'ont strictement rien à voir. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Néanmoins, croissance démographique qui s'est combinée depuis 25 ans à une croissance économique inédite, là encore, extrêmement forte, avec l'avènement d'un autre phénomène qui est la mondialisation des classes moyennes. Pour vous donner la mesure, alors on va passer la diapositive, on va encore passer à celle d'après, où on a réparti, c'est juste pour évoquer les classes moyennes, on a réparti la consommation des classes moyennes entre les grands ensembles géographiques, entre pays, entre 1965 et 2030. Donc vous voyez par exemple, comment on peut lire, le Japon en 1965, les classes moyennes japonaises, enfin la consommation, la part du Japon dans la consommation mondiale des classes moyennes, c'était 8%.
Au total, si on regarde l'ensemble des pays industrialisés, anciennement industrialisés, on voit qu'on est au-delà de 80% de la consommation des classes moyennes qui était en 1965 située dans ces pays. Si vous regardez en 2030, on voit qu'on a un basculement complet de l'Ouest, si je puis dire, vers l'Est, vers l'Asie. Basculement qui est lié évidemment à l'émergence économique principalement de la Chine puis de l'Inde, ce qu'on peut repérer dans le graphique. Non pas que, donc, une fois de plus, que les Européens, les Américains consomment moins ou que la classe moyenne est réduite, c'est simplement que d'autres sont mis à consommer beaucoup plus, que la croissance des classes moyennes a été extrêmement rapide. Et par conséquent, on a... donc en termes de chiffres, la classe moyenne en 1950, c'était à peu près 13% de la population mondiale, population qui était alors évidemment beaucoup moins nombreuse. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'un tiers de la population mondiale. Et on estime, en scénario tendanciel, ça pourrait être 60% de la population mondiale qui atteindrait qui ferait partie des classes moyennes en 2030, c'est-à-dire 5 milliards de personnes. 5 milliards de consommateurs. Et donc ça veut dire 5 milliards de personnes qu'il faut satisfaire en termes avec des ressources, puisque la consommation, derrière la consommation, évidemment, c'est tout l'enjeu des ressources qui est posé. Pour vous donner là aussi un ordre de grandeur, entre 1990 et 2010, on est passé, donc 1990, début de la mondialisation économique, de la standardisation finalement du mode de vie aussi, et donc on est passé, entre 1990 et 2010, de 40 à 75 milliards de tonnes de matières premières extraites chaque année, de ressources extraites chaque année, de 40 à 75 simplement en 20 ans. Et on devrait atteindre les 100 milliards d'ici 2030. En soi, ça ne dit pas grand-chose, sauf quand on se souvient évidemment que la planète a des ressources limitées. Et là, on arrive à un deuxième énorme enjeu, c'est celui des ressources, c'est-à-dire la tension sur les ressources, puisque un modèle économique à croissance infinie ne correspond pas à des ressources infinies. Et à croissance démographique que multiplie la croissance économique, forcément, ça amplifie le problème. Et donc, on se retrouve aujourd'hui aussi face à un défi qui est celui de la rareté, qui peut conduire à plusieurs scénarios possibles. Alors, déjà, à nouveau, on retrouve le phénomène de migration, puisque à partir du moment où vous allez avoir des régions en pénurie de ressources, ça conduit forcément à des déplacements de population. Deuxième scénario très fort, le scénario possible, je veux dire, c'est le scénario de conflit qu'on a déjà connu. On a des conflits sur les ressources fossiles, conflits sur l'eau, même si en règle générale l'eau n'est qu'un facteur supplémentaire, mais néanmoins la tension sur l'eau pourrait fortement aggraver les situations possibles de conflit. Et puis troisième scénario qui est quand même beaucoup plus intéressant, celui qui nous intéresse pour l'avenir, c'est le scénario d'innovation. Et d'ailleurs c'est assez intéressant d'observer qu'aujourd'hui les pays où le taux de recherche et développement et d'innovation est le plus élevé, ce sont des pays comme le Japon, la Corée, Singapour, la Suisse, c'est-à-dire des pays et des régions qui sont dépourvues de matières premières, de ressources fossiles, qui ont peu de terres agricoles et qui par conséquent ont investi principalement sur l'éducation et sur l'innovation et dont on connaît la réussite depuis des dernières décennies. Par conséquent, cette rareté, en soi, c'est un indicateur fort en termes de prospective, puisqu'il propose plusieurs scénarios et après à voir quelles sont les conditions pour retenir tel scénario plutôt que tel autre. J'aurais voulu, mais pareil, dans les raretés, je vais juste vous montrer un exemple parce que je le trouve... parce qu'il est très emblématique. On peut regarder la diapositive suivante. Une des raretés, on évoque facilement la rareté des métaux. En ce moment, on parle beaucoup de la rareté de l'hélium, je ne sais pas si vous avez vu, qui est extrêmement critique. Moi, je voudrais évoquer la rareté du sable, parce qu'on y pense moins. Le sable qui est la troisième ressource la plus consommée par l'humanité après l'air et l'eau. Et juste pour vous donner une mesure de la rapidité du phénomène de rareté pour certaines ressources, vous avez donc à gauche la quantité de sable consommée pour produire du béton aux États-Unis sur un siècle, et à droite la même chose pour la Chine en 3 ans. Et ce qu'il y a derrière cette diapositive, évidemment, c'est l'urbanisation chinoise
Urbanisation qui est extrêmement rapide, puisqu'elle s'est faite sur 20 ans, en gros, avec l'ascension, une fois de plus, des classes... Enfin, sortie de pauvreté, émergence économique et émergence des classes moyennes, urbanisation extrêmement rapide en Chine. Et donc, derrière, ça veut dire plus le développement économique, donc ça veut dire des infrastructures routières, des nouvelles villes, des centrales thermiques, etc., etc. Et donc, beaucoup de béton, et donc beaucoup de sable dont je vous rappelle qu'on ne le prélève que dans les mers ou dans les cours d'eau, puisqu'on ne peut pas utiliser le sable désert pour le bâtiment. D'où le phénomène de pression sur la ressource, et avec tout un certain nombre de conséquences que je ne vais pas développer en termes écologiques, en termes économiques, en termes géopolitiques même, puisque cet enjeu du sable aujourd'hui a des conséquences géopolitiques assez importantes. La diapositive suivante montre justement comment est-ce que l'urbanisation, avec cette image de Dubaï, dont je vous rappelle que Dubaï est construit avec du sable qui vient d'Asie, et non pas le sable qui est dans l'arrière-pays. Donc c'est une fois de plus, c'est montrer ce phénomène cette pression très forte qu'il y a sur le sable, au point qu'on est obligé de l'importer pour construire une ville, d'importer le sable de très loin. Et donc vous voyez l'évolution de l'urbanisation qui suit exactement l'évolution du sable consommé à l'échelle mondiale. Avec, là encore, des enjeux très importants et qui, en plus, vont amplifier un autre phénomène qui est l'élévation du niveau de la mer. Donc, effondrement des plages, disparition des littoraux avec le prélèvement de sable et amplifié par l'élévation du niveau de la mer. Je vais très vite, mais c'est juste pour montrer comment cet enjeu, ces nouvelles raretés créent de nouvelles problématiques pour le tourisme, pour les milieux littoraux, pour la pêche, etc., etc. Donc on est face à des problématiques complexes qui sont liées à cette mondialisation des classes moyennes, de la consommation, des prélèvements et donc de rareté. Et donc, finalement, si je voulais résumer, la slide suivante va résumer un tout petit peu le propos que je voulais tenir, qui est ce modèle qui a permis à près d'1,5 milliard de personnes de sortir de la pauvreté en 30 ans, ce qui est extraordinaire quand on y pense, qui a permis à une si grande part de la population mondiale d'accéder aux classes moyennes, donc aussi à l'éducation, aux soins, etc. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. S'il n'y avait pas cet enjeu de ressources, ça serait même d'excellentes nouvelles, allongement de l'espérance de vie, tout ça est lié. Et tout ça est lié évidemment à un modèle de croissance économique qui a été extrêmement efficace, modèle de croissance économique dont je vous rappelle qu'il fonctionne globalement de la façon suivante. À toute augmentation de revenus correspond une augmentation de consommation qui engendre une augmentation de production, donc une augmentation d'emploi, une hausse d'emploi, et donc une augmentation de revenus, etc. Et donc ça, c'est le modèle vertueux, la face vertueuse finalement de ce modèle économique, et qui a permis à des pays comme l'Inde ou de la Chine de sortir du sous-développement. Maintenant, ou du non-développement. Maintenant, il y a l'autre face, la face B du modèle. Augmentation de revenus égale augmentation de la consommation, donc de la production, donc des prélèvements de ressources, ce que je viens d'évoquer. Et là, on arrive à la limite, puisque ces ressources, on le sait, sont finies et la consommation s'accélère. Et donc on voit bien ici la déconnexion, je reviens au phénomène de démographie. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la déconnexion avec le phénomène démographique, puisque vous voyez l'évolution de la population depuis 1970, où on voit toujours en croissance, mais avec l'infléchissement de la croissance et une probable, ou en tout cas possible, stabilisation à l'horizon de la fin du siècle. Et puis, vous avez l'évolution de la production et de la consommation, 1970 jusqu'à 2014, quand on avait fait ce travail, et on voit bien que les deux ne sont plus liés. Et le sont d'autant moins depuis, en gros, 1990, on voit l'accélération, et donc c'est là, aux mondialisations économiques, et on voit bien l'accélération du phénomène de la croissance économique, avec ce lien très fort, évidemment, entre production et consommation, puisque l'un, comme je l'ai dit, le modèle, les deux sont liés, et avec cette rupture qu'on voit bien aussi, qui est la rupture de la crise de 2007, 2008, 2009. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde maintenant l'impact de cette croissance en termes de ressources, ici on l'exprime avec la courbe des émissions de CO2, vous voyez, au début, jusqu'en 1990, en gros, la courbe des émissions de CO2, elle suit à peu près la courbe démographique, et puis après, elle se met à décoller, avec, y compris, on retrouve le même accident, si je puis dire, dans la courbe en 2007-2008. Donc on voit bien qu'on est là face à un phénomène économique et non pas un phénomène démographique, que ce phénomène climatique, environnemental, écologique, il est vraiment
il est complètement lié à notre modèle économique. Ce qui veut donc dire qu'un des autres grands défis que nous devons relever aujourd'hui, et à toutes les échelles, c'est cette déconnexion entre la croissance économique et le prélèvement des ressources. Et ça, c'est un enjeu c'est un enjeu critique, c'est un enjeu urgent, mais c'est un enjeu extrêmement complexe et qui va devoir évidemment mobiliser absolument tous les acteurs, depuis le consommateur que nous sommes tous, jusqu'aux dirigeants politiques, aux dirigeants économiques, aux chefs d'entreprise, etc. Mais ça veut dire un changement radical. Et c'est ça où le plus gros défi, finalement, c'est peut-être la radicalité, c'est-à-dire l'ampleur, et dans le temps imparti, l'ampleur du changement que ça exige. Je vous rappelle qu'à l'échelle européenne, si tout le monde vivait comme les Européens, il faudrait à peu près 4 planètes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre défi d'ici 2050, pour reprendre la date du GIEC, il faut que nous passions d'une consommation de 4 planètes à 1 planète. Les Américains, c'est 6 planètes. Donc c'est un défi considérable. Et c'est là où... et l'enjeu, bien sûr, sinon, c'est le réchauffement climatique, entre autres. Le recul de la perte de biodiversité, le recul de la biodiversité, ce sont des pénuries, des conflits, des tensions sociales, des tensions économiques, parce que le contrat social avec les classes moyennes n'est plus rempli. Donc il y a énormément d'enjeux politiques, géopolitiques, et puis il y a cet enjeu dominant aujourd'hui, et dont on parle de plus en plus, qui est l'enjeu climatique, qui évidemment aura des conséquences absolument partout. On ne se sent plus protégé ici, mais on aura soit directement par les perturbations, l'instabilité du temps, éventuellement surtout de la pluviométrie, avec l'élévation du niveau de la mer, avec le réchauffement des océans, etc. On aura bien sûr des conséquences directes, puis toutes les conséquences indirectes. Et je reviens à la question de l'immigration. Tout à l'heure, on évoquait une augmentation de la population de Nantes de 15 000 personnes, mais ça, c'est c'est très conservatoire, si je puis dire, comme projection. On a vu avec un conflit en Syrie l'impact que ça peut avoir, mais vous imaginez à l'horizon 2050, avec les prévisions climatiques qui sont celles d'aujourd'hui, à moins de construire un immense mur au milieu de la Méditerranée, il y a une vraie question qu'on doit se poser sur comment est-ce qu'on s'adapte à la situation qui est probable, qui est une immigration beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui, une pression migratoire beaucoup plus forte du fait de ce réchauffement climatique. Ça, c'est une autre question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit dans l'aménagement des métropoles, des villes, etc., en fonction aussi de cette question migratoire et du risque qui est directement lié au risque climatique. Et pour finir, justement, sur le climat, parce que je trouve ça... moi, j'y travaille de plus en plus, parce que je pense que c'est... j'y consacre quasiment tout mon temps aujourd'hui, parce que c'est un défi qui est vertigineux et historiquement passionnant. Finalement, quand on y réfléchit, jamais auparavant, l'humanité n'avait été consciente de partager un risque commun, qui est celui du réchauffement climatique. Et donc, finalement, ça nous donne un intérêt commun. L'humanité a un intérêt commun aujourd'hui, qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À un défi commun, il y a une mobilisation commune. On n'avait pas vu, finalement, la COP21, c'est quand même, historiquement, c'est absolument incroyable, parce que c'est s'accorder sur un diagnostic et sur des objectifs tout à fait inédits à l'échelle de l'histoire humaine, ou quasiment. Donc ça aussi, c'est... Et puis après, on voit le nombre d'acteurs, incroyable nombre d'acteurs à l'échelle mondiale qui sont mobilisés autour de... les moyens engagés, aussi bien à l'échelle des villes, de l'ensemble des territoires, des États, des entreprises. Il y a une mobilisation générale. Et curieusement, je ne sais pas si le paradoxe très grand, c'est dans cette série d'inédits, finalement, à cette série d'inédits correspond un impact très faible. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un phénomène d'inertie, inertie climatique, inertie des gaz à effet de serre à cause de la rémanence, mais aussi inertie parce qu'on n'a probablement pas les outils efficaces aujourd'hui. Et dans les causes de la lenteur finalement de l'inefficacité de cette lutte contre le réchauffement climatique, il y a plusieurs facteurs qu'on peut citer. L'un d'entre eux, c'est précisément le manque d'effet systémique. C'est-à-dire que chacun va engager son action, chacun se déclare ses propres objectifs. Moi, entreprise A, je vais réduire de 30%, moi, territoire B, Mais finalement, on ne fait pas système aujourd'hui. Et au point même, parfois, que certaines réglementations vont neutraliser d'autres actions.
il y a vraiment un problème de convergence, d'objectifs copartagés, vraiment, au-delà de l'objectif global, mais de redistribution, j'allais dire, de cet objectif, et de convergence. Et j'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, vous parliez de la convergence, justement, à l'échelle d'une métropole. Et ben, c'est à peu près la même chose, mais il faudrait reproduire ce modèle à des échelles plus larges, et avec une nécessité, là aussi, de réappropriation de la société civile, de ces enjeux. Et donc, on est à ce moment-là. Moi, je pense que c'est un moment passionnant parce que ça va faire changer forcément les règles de la gouvernance, forcément le modèle économique, forcément le rapport avec les générations futures, parce qu'on devient maintenant responsable de plus en plus devant les générations futures qui nous interpellent sur le sujet. Donc c'est quelque chose, c'est un défi qui peut tout bouleverser, et c'est ça qui est passionnant. C'est inquiétant si on regarde les courbes de température, mais c'est absolument passionnant si on se dit que c'est un défi sans précédent et qu'on peut le relever, parce qu'il y a des moyens de le relever. Et donc voilà, je voudrais terminer là-dessus, et j'ai commencé tout à l'heure par le fait que je suis arrivée à la prospective aussi par le biais de mes enfants, et donc ces générations futures. Et je vais terminer juste parce que face à ce changement-là, cette nécessité-là, moi je trouve que parfois on manque de courage ou on manque d'envie. Et donc je voudrais juste partager avec vous une toute petite expérience qui est celle que j'ai vécue ces 3 dernières années. Donc il y a 2 ans et demi, mon mari est disparu de manière extrêmement soudaine. À ce moment-là, c'est un peu comme si le monde s'effondrait. J'ai perdu le père de mes enfants, j'ai perdu le pilier de la famille, les revenus, l'essentiel des revenus, mon partenaire professionnel puisqu'on travaillait ensemble, et puis mon meilleur ami, etc. Et du jour au lendemain, finalement, c'est toute l'économie familiale qui s'est effondrée, c'est toute la structure familiale. Je me suis retrouvée en situation de crise comme celle qui pourrait nous arriver. Et depuis, je n'arrête pas de voir ces analogies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'avais face à moi mon Parlement, qui sont mes 3 enfants, génération future, et je ne pouvais absolument pas leur dire, écoutez, on a tout pris, ça y est, on était endettés en plus, on a tout gaspillé, toutes nos ressources, et maintenant on n'a plus rien, donc il va falloir vivre sans rien. C'est absolument intenable comme discours. Vous ne pouvez pas tenir ça comme discours à vos enfants. On ne peut pas tenir le même discours aux générations futures. C'est intenable. Par conséquent, il est impératif de reconstruire un récit et un projet pour les embarquer, pour imaginer et pour sortir de cette impasse. Et c'est exactement la contrainte qui a été la mienne à ce moment-là. Et donc, on a commencé à réfléchir quelle allait être notre nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on n'allait pas regretter, voir tout ce qu'on perdait, parce qu'on perdait tout, de toute façon. Donc, il fallait retrouver un projet. Et on a commencé à construire, où est-ce qu'on veut habiter, voiture, pas voiture, grande maison, appartement, etc., etc. Et in fine, on s'est fait une liste de critères, on s'est fait un projet, on s'est donné des étapes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Nantes avec mes enfants en septembre dernier. Et j'en suis ravie. Voilà, je vous remercie. Merci Virginie, ça nous a ouvert un certain nombre de questionnements. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure.